Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On va tout de suite embarquer sur un navire avec un certain Pythéas pour aller découvrir les côtes de l'Europe du Nord au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est parti. Notre histoire trouve ses origines au VIe siècle avant notre ère. Le monde est alors tourné vers le bassin méditerranéen, qui est une place économique, marchande, mais aussi scientifique. Je vous donne deux, trois noms comme ça, peut-être que vous les connaissez, je sais pas, moi, Thalès, Pythagore, Hérodote. Si nous prenons l'exemple de Thalès, que vous connaissez pour son célèbre théorème, eh bien figurez-vous que ce personnage était en premier lieu un marchand qui était parti en Égypte pour commercer, mais là-bas il a fini par y apprendre les mathématiques. Et ce vivier intellectuel, qui débute au VIe siècle avant Jésus-Christ, est dynamique pendant plusieurs siècles. Celui qui nous intéresse aujourd'hui se nomme Pythéas, et c'est un grec du IVe siècle qui est originaire de la ville de Massalia, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Marseille. Soyons clairs tout de suite, on ne sait pas grand-chose de Pythéas, cependant l'archéologie et les quelques pages de son livre qui nous sont parvenues nous éclairent et nous permettent d'avancer des hypothèses plutôt convaincantes. Avant d'aller plus loin, il faut faire un léger détour par les connaissances que les Grecs ont du monde à leur époque et quelle conception ils ont un petit peu de celui-ci. Voici la conception du monde selon Hécatée de Milet. C'est à peu de choses près comme ça qu'un Grec voyait le monde à l'époque. Une Europe difforme et un océan qui entoure absolument tout le monde connu. Par la même occasion, j'en profite pour vous dire que les Grecs pensaient déjà que la Terre était ronde, sans pour autant en avoir la preuve formelle. Pythéas n'est pas le premier explorateur. D'autres avant lui ont parcouru le bassin méditerranéen, bien que l'on ignore leur nom pour la plupart. Ils ont laissé derrière eux des périples, qui sont en fait des cartes écrites avec suffisamment de précision pour permettre aux prochains navigateurs de pouvoir parcourir les lieux sans problème. Il y en a qui décrivent notamment comment se rendre en Afrique, c'est-à-dire en longeant les côtes carthaginoises. Ces mêmes Carthaginois vont d'ailleurs réussir à faire le tour entier de l'Afrique au VIe siècle avant notre ère, soit plus de 2000 ans avant Vasco de Gama. Il faut quand même saluer l'exploit, parce que c'est plutôt pas mal pour l'époque. En parlant de Carthaginois, les Grecs ne sont pas franchement en bon terme avec eux à cette époque. Or, ces derniers contrôlent des ressources stratégiques en Espagne, comme de l'or par exemple, mais c'était également les principaux partenaires commerciaux des Grecs. À partir de là, vous comprenez le souci. Du coup, si on ne peut pas aller par là, alors on va plutôt par là. Et c'est précisément ce que Pythéas va faire en 325 avant Jésus-Christ. Il prend ses quelques affaires et s'en va. Je vous l'ai dit, Pythéas est un navigateur, donc on pourrait légitimement penser qu'il part depuis Massalia, donc Marseille, pour longer la Méditerranée et remonter vers l'Europe du Nord. Mais il n'en fit rien, parce que Pythéas, même s'il est navigateur, il n'est pas trop bête, et il a compris que s'il partait depuis Burgidala, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Port d'Eau, ça irait vachement plus vite. Alors il prend ses petites jambes et puis il y va. C'est à Burgidala que l'expédition commence réellement. Pythéas monte à bord d'un bateau et se dirige vers l'Armorique, plus précisément, il va à l'Œillaudet. Il arrive pile poil quand l'Armorique est dans une phase ascendante économiquement, notamment grâce à son commerce avec la Moselle. Pythéas va en profiter pour prendre des mesures topographiques relativement précises, en réussissant notamment à calculer la latitude de sa position et à se placer à une ou deux vaches près par rapport à Marseille. Il va également en profiter pour faire un petit peu de tourisme, il n'y a pas de raison, et il va explorer l'intérieur des terres. D'ailleurs, on ne l'a pas dit clairement, mais Pythéas est aussi bien un marchand qu'un scientifique, un petit peu comme Thalès, dont on a cité le nom plus tôt. Pythéas, le marchand scientifique, cherche deux choses. De l'étain, mais aussi de l'ambre. Du coup, il va chercher tout naturellement une place, une sorte de marché, où il pourrait trouver ces deux denrées. Et figurez-vous qu'il en trouve une. Les descriptions que nous livrent les gens comme Pline ou Diodore de Sicile donnent un site où la mer se retire à marée basse. Les archéologues ont avancé plusieurs sites, mais le plus remarquable de ceux-ci est sans doute le Mont Saint-Michel que l'on admire encore aujourd'hui. Pythéas quitte alors l'Armorique et se dirige vers la Bretagne, sous-entendu la Grande-Bretagne. Il va mettre 24 heures de trajet, c'est un trajet qui prend 24 heures à l'époque. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on met 2 heures depuis Calais. De l'Armorique, il se rend en Cornouailles, au cap Belérion, donc situé sur la pointe ouest de l'Angleterre. Pour l'instant, on arrive très bien à suivre son itinéraire, puisqu'il donne des mesures précises via des latitudes. Ces mesures nous sont données par un autre grec, Hipparque, quelques siècles plus tard. On va faire un petit point sur la Bretagne de l'époque. Premièrement, Pythéas veut de l'étain et de l'ambre. Ça tombe bien, il y a de l'étain en Bretagne, notamment à Bodfriti en Cornouailles, qui est un gisement assez important. Le second, c'est que Pythéas, pour commercer, a besoin de places marchandes. Ça tombe bien, il y en a deux qui sont assez importantes, pour l'époque en tout cas. Il s'agit de Sean Castle et de Castle Dawes.
Le troisième point et le dernier, c'est que Pythéas veut continuer de voyager après ce passage en Angleterre et il doit trouver des marins. Or ça tombe bien puisque les personnes habitant ces territoires sont d'excellents marins. Ils ont l'habitude de naviguer sur un océan bien plus violent qu'en Méditerranée et sauront mener son entreprise à bon port. Il y a souvent du brouillard comme ça en Bretagne? Oh non, seulement quand il ne pleut pas. À peine arrivé en Angleterre, Pythéas va essayer de déterminer le périmètre de l'île. Et il va arriver à l'estimation suivante, que l'île fait 40 000 stades sur 20 000. Et il a plutôt raison, puisque si l'on convertit, ça nous donne une distance de 7 400 km. Or, on sait aujourd'hui que le périmètre réel est de 7 580 km. C'est plutôt pas mal. Bon, il fait quoi concrètement, à part aller là où personne d'autre n'est jamais allé avant lui, en tout cas un grec, et à part prendre 2-3 mesures par-ci par-là? Eh bien, à nouveau, notre grec va en profiter pour aller à l'intérieur des terres, voir ce qu'il s'y trame. Il en profite également pour voir le phénomène des marées, essayer de l'analyser, de le comprendre, et il va en déduire qu'il y a un lien avec la Lune, ce qui est tout à fait juste. Il se lance également dans la rédaction d'un périple, vous savez, ce sont ces cartes dont nous avons parlé en début d'épisode, qui permettent aux marins de se rendre d'un point A à un point B. Oui, merci, on t'écoute quand tu parles, tu sais. J'en doute pas. Dans tous les cas, Pythéas reprend la mer depuis la Cornouaille et se dirige vers les Orcades, donc 16 km au nord de l'Écosse. Il passe vraisemblablement devant l'Irlande, mais il décide de ne pas s'y arrêter, notamment car il entend des histoires qui font vraiment froid dans le dos. En effet, il nous raconte que ses habitants sont des mangeurs d'hommes, en d'autres termes des cannibales. Mais ce sont aussi des gens aux pratiques étranges et jugez plutôt ce que Strabon nous dit d'après les indications de Pythéas. En ce qui concerne Yerney, donc l'Irlande, je n'ai rien à dire de précis, si ce n'est que ses habitants sont plus sauvages que ceux de la Bretagne, car ce sont des mangeurs d'hommes qui considèrent que c'est une chose honorable que d'engloutir son père quand il meurt, et d'avoir au vu et au su de tous des rapports sexuels, non seulement avec d'autres femmes, mais aussi avec sa mère et ses sœurs. Mais il faut que je précise que cela ne m'a pas été confirmé par un témoin digne de confiance. Notre cher Pythéas passe donc son chemin. Il arrive aux Orcades où il voit les fameux monuments de l'île, encore un peu énigmatiques aujourd'hui, il faut bien l'avouer. Il se dirige ensuite vers les îles Shetland, donc encore plus au nord, où il y aurait vraisemblablement rencontré les populations qui y vivaient. D'après les traces archéologiques que nous avons, c'était d'excellents marins qui vivaient notamment de la chasse à la baleine. Grâce à ces marins, Pythéas aurait vraisemblablement réussi à aller jusqu'en Islande ou en Norvège. Le fait est qu'il se serait rendu sur l'île de Thulé, or cette île on ne sait toujours pas la localiser aujourd'hui. Ce qui est à peu près sûr en tout cas, c'est qu'il a navigué jusqu'à l'Arctique, dont il nous donne une description. Cette région, nous dit-il, ressemble fort à un poumon marin, et dans laquelle la terre, la mer et tous les éléments restent en suspension. Dans tous les cas, il semble comprendre qu'il arrive un petit peu au bord du monde et qu'il ne trouvera ni ambre ni étain au-delà de cette limite. Il décide donc de rebrousser chemin et de se diriger vers le Jutland. Aujourd'hui, on appelle ça le Danemark. Tu nous expliques un petit peu c'est quoi l'ambre, s'il te plaît? Eh bien, c'est très simple, Jamy. L'ambre, il s'agit de sève d'arbres fossilisés dont on se servait dans l'Antiquité pour confectionner des bijoux. Mais il faut savoir également qu'on pouvait faire de l'électricité statique avec en la frottant contre de la fourrure. Et là-dessus, je vous invite à aller voir la chaîne de Y Penser qui en parle très bien. Cet ambre est très apprécié, et les Grecs en font un commerce avec les barbares plus au nord. L'entreprise de Pythéas n'a absolument rien d'innocent. Son objectif est de découvrir de nouvelles routes et par la suite de faire fortune. Pythéas arrive au Jutland, mais sans qu'on sache trop pourquoi, il fait rapidement demi-tour et il veut vite rentrer au bercail, donc à Massalia. Alors c'est tout naturellement et dans le plus grand des calmes qu'il se dit « je me casse, je rentre chez moi ». Quoi, c'est tout, c'est fini? Et oui, c'est le problème des sources, on perd parfois des parties entières de voyages, de récits et d'expéditions. On sait toutefois que le livre de Pythéas, Description des océans, reçut un accueil assez mitigé, notamment car les gens ne voulaient pas croire son récit, ils pensaient que c'était des âneries. Or, on sait aujourd'hui que c'est en grande partie vrai, puisque si on compare tout ce qu'il nous dit, enfin, en tout cas tout ce que nous on sait qu'il a pu dire, on se rend compte qu'il ne dit pas que des bêtises, et bien loin de là, il a réussi à faire des calculs scientifiques assez précis, et il était plutôt bon dans ce qu'il faisait le bougre. Donc, héros ou blaireau? Héros. Il a été bien plus au nord que tous les Grecs avant lui, et il a également donné une topographie assez précise de ces dieux qui demeuraient jusque-là inconnus. De plus, ces calculs scientifiques serviront pendant plusieurs siècles encore pour les astronomes et les géographes. Mais... Ouais, mais dans l'esprit des gens de l'époque, c'est un blaireau. Mais... ouais, voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter ou encore à laisser un pouce bleu, c'est sympa aussi. Le plus important étant de la partager si elle vous a vraiment plu et si vous le souhaitez évidemment. À part ça, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou Twitter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans Wait a Minute. Salut!